jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver, c'est pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM, et c'est tous les vendredis à partir de 14h, on est ensemble, n'est-ce pas? Alors, dans le nid des éperviers d'LN2, numéro 35, aujourd'hui, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX, et toute l'ambiance autour, et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Oui, voilà, au menu du jour. Ah oui, un seul sujet, on va dire comme cela, hein, c'est vrai. L'année 2022, hécatombe des sélections nationales, cadets, juniors, espoirs et sélections locales sont éliminés sur tous les tableaux. La sélection Fagnon également dans le couloir de l'élimination, c'est ce qu'on peut dire. Quelles sont les causes de ces contre-performances des éperviers, toutes catégories confondues? Alors comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation au moment où on croyait les problèmes réglés? À qui la faute finalement? Alors quelles sont les solutions d'approche pour une telle situation et que doit-on faire pour remettre les éperviers sur un bon plan de vol? Voilà, quels sont ou quels espoirs pour la reconstruction du football togolais? Et toujours le kid de l'identité vestimentaire des éperviers du Togo, toujours d'actualité. Nous parlerons également des Togolais en club avec le coup d'œil habituel et hebdomadaire sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. La tranche des auditeurs avec à vous l'antenne. Vous vous préparez justement pour participer à cette émission. Dans le nid des éperviers d'LN2, c'est avec la technique Théo Ajavon. C'est le longiligne de la maison. À la caméra, comme d'habitude, c'est lui qui essaye donc de faire en sorte que cette émission se retrouve sur les réseaux sociaux, naturellement YouTube. Et l'homme à devant, c'est son nom. Et puis au studio, les chroniqueurs, ben, c'est comme d'habitude, il y a Franck Nounyama, le patron de la rédaction de Sport FM, et puis Angelo Folicoué également, de la rédaction de Sport FM. Il est donc l'assistant du REC, comme on le dit souvent. À la présentation, vous m'appelez simplement Aimé Lebon, DLN2. C'est comme ça que c'est parti. Et comme d'habitude, après la chanson de ralliement, que nous continuons donc d'appeler notre vœu, justement, cette situation, et qui a permis, dans tous les cas, au Togo, d'être à la Coupe du Monde en 2006, et après, on sait ce qui s'est passé. Bon, voilà, on revient. Franck Nounyama, bonjour, merci d'être là. Eh bien, bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Angelo Folicoué, bonjour. Salut sportif Aimé, bonjour à tous. Ça va, je crois. On gère tout simplement. Oui, avec un peu de chaleur aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme toujours en Afrique. Hein. Oui, en ce moment-ci, en Afrique, c'est bien, c'est vrai. Et c'est ça qui fait le charme même de l'Afrique, cette chaleur. Absolument, absolument. Franck, mais alors, un seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, au menu aujourd'hui, et avec un seul interlocuteur, justement, ce serait, on va le présenter quand même, c'est Alex Anthony que vous avez rencontré vous-même, n'est-ce pas? Oui. Et qui vous a fait, en tout cas, qui vous a parlé beaucoup, n'est-ce pas? Et certains extraits nous serviront donc de guide dans cette émission. Alex Anthony, qu'on ne présente plus, en tout cas, il faut dire que c'est un joueur d'Aiglon, hein, des Aiglons, de Lomé, de l'Étoile filante de Lomé. Il a été international au niveau donc cadet junior, et puis dirigeant également de l'Étoile filante de Lomé pendant un bon bout de temps, justement entraîneur adjoint, et puis finalement il s'est retrouvé au Maracana, voilà, pour être le capitaine de cette sélection donc du Togo pendant un moment avant d'intégrer également la fédération donc de Maracana d'ailleurs. Bon voilà, Alex Anthony donc qui va nous servir de guide aujourd'hui, et c'est avec lui, autour de lui justement, que nous allons focaliser nos analyses par rapport à ce qu'il a essayé de dire. Et comme je le disais, c'est un seul sujet autour duquel nous allons donc réfléchir. L'année 2022 qui s'achève, cette année 2022 qui est en train de fermer ses ailes, peu à peu, c'est bientôt décembre. Alors, mais le constat, c'est qu'il y a une hécatombe des sélections nationales. On a parlé donc des cadets, des juniors, des espoirs tout récemment. Et puis, on n'oubliera pas la sélection locale qui ont été éliminées et effacées sur tous les tableaux de chasse. Voilà, c'est aussi ça la réalité. La sélection A est également dans le couloir de l'élimination pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, couloir de la mort, comme moi j'aime donc à le dire. Mais Franck, je crois que c'est ça le problème. Quelles sont les causes, si vous voulez, de ces contre-performances des éperviers, toutes catégories confondues? Alors, comment en est-on arrivé là, justement? Les causes sont multiples.
lorsque nous regardons l'administration, la gestion qu'on fait des sélections nationales ici au Togo, les causes sont multiples. D'abord, quand on parle de développement du football qui pourrait, on va dire, donner sur des sélections nationales fortes et compétitives, il faut d'abord préparer la base. Or, au Togo, c'est difficile de pouvoir aller sur ce terrain, on ne prépare pas les jeunes. C'est quand il y a une compétition en vue qu'on ramasse les jeunes joueurs. Le mot n'est pas trop fort, hein, mais... Et puis on veut mettre en place une sélection nationale. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir, on va dire, un championnat de jeunes. Il faut préparer les joueurs avant qu'on les déverse en sélection nationale. De l'autre côté, lorsqu'on veut choisir les sélectionneurs, j'ai envie de dire qu'on va prendre n'importe qui. Une sélection a besoin d'un homme, d'un patron qui sache où il va, qui sache ce qu'il veut faire. Il n'y a pas ça. On prend tout le monde. Je donne l'exemple de la dernière fois des U23, à la tête de laquelle on a balancé quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a aucune référence, qui n'a aucun recul, qu'on met à la tête, qui n'a aucun vécu et qu'on met à la tête d'une sélection qui constitue l'antichambre de la sélection Fagnon. Voilà. De l'autre côté, il y a une direction technique nationale qui n'existe que de nom. Elle n'a pas de politique. Il n'y a rien qu'on voit sur le terrain. Alors que pour avoir un football développé, épanoui, un football qui ressemble à la réalité, on va dire, du pays en question, il faut que le directeur technique national travaille beaucoup avec ses différents départements. Mais on ne voit rien de tout ça. J'ai envie de dire également que parfois, la presse également ne joue pas son rôle de dénonciation. Elle n'est pas dans la dénonciation, elle est peut-être parfois, j'allais dire, je ne sais pas, passez-moi peut-être le mot. Vindicative, oui, par rapport à certaines choses. Elle ferme les yeux, oui, elle ne parle pas, elle est là. Donc elle joue le rôle d'accompagnateur. Voilà, il n'y a pas de rigueur dans l'administration, dans la gestion de ce football-là. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'académie en place. Donc c'est très difficile de pouvoir avoir des sélections compétitives et fortes. Ce ne sont là que quelques causes, quelques éléments pour pouvoir justifier ce qu'il se passe aujourd'hui. Angelo Folikoué, vous avez écouté avec attention Franck Nyama par rapport à cela. C'est vrai que je vais prendre un peu de cours avec ces questions qui sont quand même très pertinentes. Il faut maintenant crever l'abcès, comprendre ce qui ne va pas, mais je crois que, j'allais dire, la maladie du Togo, c'est surtout la planification. On ne rime pas avec cette planification. Nous l'avons toujours claironné lorsque nous avions eu l'occasion, en tout cas, de parler de notre football, le football national. On a l'impression qu'on veut avoir des résultats éclatants et derrière rester beaucoup plus dans l'euphorie. Mais qu'avons-nous fait pour rester dans cette dynamique de victoire et surtout d'exister? Honnêtement, il n'y a rien qui soit fait. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, depuis 2017, où le Togo a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'à présent, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Ça veut dire que quelque part, vous l'avez dit, le mot planification vaut son pesant d'or. En cela, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, on a du mal à mettre, je dirais, l'étiquette de priorité sur les sports, notamment le football en particulier, et l'on se pose des questions. On ne fera pas le football et en même temps avoir des réussites si, en amont, nous n'avons pas planifié les choses. On ne construit jamais une maison par le toit, c'est toujours par la fondation. C'est ça. Mais très souvent, chez nous ici, on n'a pas de fondation. Nous n'avons même pas de creuset, il n'y a rien du tout, on ne creuse même pas le trou, on pose tout de suite la maison, on pose les briques et derrière on se rend compte qu'avec un tout petit coup de vent, tout s'écroule. Et là, c'est très compliqué de pouvoir redémarrer les choses. Pour revenir un peu sur l'aspect toujours de la planification, je suis quand même toujours hébété, voire stupéfait que depuis 62 ans d'indépendance, nous n'ayons pas d'infrastructure de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots. Si les jeunes ou la base, les joueurs à la base, ne sont pas formés sur des infrastructures de qualité,
et qui, normalement, avec le temps, doit progresser, c'est-à-dire en quittant la U17, en progressant par la U20 et en terminant peut-être par la U23 avant d'arriver en sélection nationale, mais il faut à un moment donné une base. Et ça passe d'abord par les infrastructures. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire que nous avons des entraîneurs plus ou moins chevronnés, mais quand ils n'ont pas les moyens pour exprimer le talent qu'ils ont eu, ou bien le travail qu'ils ont fait entre-temps à l'extérieur ou même sur le continent, ce serait toujours compliqué. Je vais terminer sur ce plan en disant que je pense aussi qu'il faut doiter le fait que la direction technique nationale a vraiment du pain sur la planche, même je dirais sous la planche. Parce que cette direction technique nationale, jusqu'à présent, vous et moi, à moins que vous me prouvez le contraire, nous n'avons pas une politique, une gouvernance politique sportive en tant que telle. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il se passe là-bas. Voilà. On ne sait pas. Il y a une direction technique nationale, il y a un directeur technique national qui a été nommé, mais sincèrement, jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas. On ne semble pas donc comprendre la situation. Peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas. Et il faudrait qu'il sorte un peu pour nous expliquer ce qu'il est en train de faire exactement. Mais il peut quand même essayer de communiquer. En tout cas, comme l'a dit tout à l'heure Franck, c'est vrai que parfois la presse aussi est un peu complice ou soit, comme vous l'avez dit, accompagnatrice des réalités, mais aussi aujourd'hui, si l'on doit avoir un plan de jeu, une forme de jeu, un fond de jeu à travers toutes les catégories des sélections, je peux me tromper. À partir de la direction technique nationale. C'est à elle de montrer pourquoi on doit jouer face à tel adversaire. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Oui, mais voilà, quand on parle de direction, il faudrait bien qu'elle soit structurée. Et quand on parle de direction, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne, en réalité. Oui. Il y a tout un collège. C'est un collège, c'est des départements. Exactement. C'est avec des départements, avec des sections. Voilà. Et je crois que c'est ce que, en tout cas, le ministère est en train de prendre donc une option actuellement, donc voir dans quelle mesure on pourra multiplier donc les directions techniques dans toutes les disciplines et en faire au niveau régional justement tout au long donc sur toute l'étendue du territoire. Je crois que c'est un truc que peut-être à encourager très rapidement. Très rapidement. Oui, pour faire en sorte que on puisse avoir, si vous voulez, les comment dire, les fondamentaux, puisque c'est là où ça se pratique. Les fondamentaux, ça se pratique donc à travers les directions techniques, où on va avoir donc, si vous voulez, les U15, les U17, etc. C'est à partir de là. Et c'est ça, c'est là-bas où on pourra donc mieux structurer, si vous voulez, les centres de formation qui sont aujourd'hui, qui poussent aujourd'hui comme des champignons. Et rares sont ces centres-là qui arrivent à émerger. C'est peut-être 1, 2, 3. Bon, c'est fini. Tous les autres sont derrière. Il y a peut-être 1 ou 2 et les autres sont là. Voilà à peu près donc ce qu'il y a. Mais nous avons dit que notre guide aujourd'hui c'est Alex Anthony. Nous allons l'écouter et lui, il parle d'abord du fait qu'on brûle les étapes aux jeunes ou aux joueurs. Nous allons l'écouter et on revient. Le problème, selon moi, ça se trouve à 3 niveaux. Vous savez, avant d'arriver dans l'équipe Fagnon, il faut faire un parcours. Et je donne mon exemple avec les Aiglons de Lomé. J'ai joué les cadets, juniors, équipe espoir. Avant, quand Aiglon avait un match contre Agaza à 15h, déjà matin, on joue Agaza Aiglon chez les espoirs. C'est comme ça que nous avons évolué. Et on a rencontré déjà les grands joueurs de l'équipe espoir. Parce que quand ils sont blessés, ils reviennent là-bas pour se mettre en jambe. Remettre en jambe. Donc, il faut jouer beaucoup de matchs avant d'arriver là-bas. Donc, vous voulez dire qu'à l'époque, au niveau des Aiglons, il y avait les équipes jeunes, les cadets, les juniors et puis les espoirs. Les Wadja, Koubadja cadets, ils ont fait ce parcours. On était déjà sur le terrain, on appelait le terrain Wembley parce que c'est à côté là-bas, mais ils nous ont rejoints après. À l'époque, c'est toujours comme ça. Il y a un match amical entre les juniors d'Assosa et les juniors des Aiglons. On ne vient pas en équipe à tout de suite. Alors que maintenant, le joueur quitte quelque part, on l'amène directement dans l'équipe A. On le voit dans un quartier et puis voilà. Et c'est fini, ce n'est pas possible. Tu peux être fort, tu peux jouer. Mais il y a ce parcours-là qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc, à l'époque, c'était... Voilà. Alex Anthony qui parle du fait que
on brûle les étapes aux joueurs et aux jeunes, Angelo. Oui, je le rejoins parfaitement et ça fait mal que l'on soit en train de ressasser les mêmes mots, M-A-U-X, du football togolais depuis déjà plusieurs années. Pourquoi ne pas repartir à la base, se conformer à ce qui se faisait dans le temps, dans les années 70, 80, même début 90, avant que aujourd'hui on ne puisse mettre en place des centres de formation qui pilulent un peu partout, même si les choses... Rappelons quand même qu'avant, il n'existait même pas de centres de formation, mais c'est les clubs qui avaient des catégories inférieures. Exactement. Tous les clubs avaient donc des catégories, des cadets, des juniors, des espoirs. Voilà, vous avez tout dit. C'est vrai qu'à un moment donné, il fallait peut-être assister à un changement, voilà, de la situation, du contexte. Voilà pourquoi à un moment donné, les académies ont commencé à pousser, je dirais, des têtes et sortir un peu des terres. Mais ce qui est quand même aussi compliqué jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on refuse de faire la politique de la formation des jeunes. Aujourd'hui, oui, nous sommes en train de jouer le championnat national de première division. Dites-nous aujourd'hui quels sont les clubs qui ont les réserves ou les catégories de jeunes. Il y en a même presque pas. Il y en a presque pas. La plupart du temps, le club le plus, entre guillemets, fort financièrement est obligé d'aller affaiblir l'autre pour se renforcer et aller gagner le championnat et ainsi de suite chaque année. Quand c'est comme ça, sincèrement, il n'y aura jamais de compétitivité lorsqu'on parlera de championnat. Pour terminer, la formation à la base, on ne cessera jamais de le dire, c'est une question de vision. Et quand on forme un joueur aujourd'hui, même s'il a 12 ou 13 ans, dites-vous que c'est après 5 ans, après 7 ans, qu'on serait capable de le récupérer et de faire de lui un joueur, pourquoi pas, capable d'aller un peu plus loin. Mais malheureusement, chez nous, aujourd'hui, oui, vous avez ce business-là ambiant qui ne dit pas son nom, parce que je viens vous voir, je négocie avec vous, je trouve les arguments qu'il faut, je vais même taper à des portes vers des personnes qui sont beaucoup plus puissantes, capables de pouvoir mettre, je peux dire, la pression sur les sélectionneurs, et je viens avec mon joueur, patatras, lorsqu'on le met en sélection, on ne voit absolument rien. C'est ça. Mais ce qui me fait encore le plus mal, c'est qu'on maintient ce joueur-là dans le groupe de la sélection pour qu'il continue à jouer. Pourtant, nous savons tous bien qu'il n'a pas le talent, qu'il n'a pas encore le coffre et qu'il ne peut pas. Mais Franck Nuyama, vous l'avez rencontré, Alex, et je crois que ce premier point est très pertinent. C'est un point important. C'est un point important parce que aujourd'hui, lorsqu'on prend la sélection, sinon les sélections, on a comme l'impression que ça se joue sur du copinage, de la complaisance. Il n'y a aucune rigueur qui entoure tout ça et même les décideurs parfois sont complices. Avec ça, ça ne peut pas marcher. Un jeune joueur qu'on va voir dans un quartier quelque part, qu'on balance tout de suite en sélection fanion, qui n'a aucune référence, qui n'a aucune expérience, mais ça devient peut-être un danger pour l'équipe. Il ne peut pas produire, il ne peut pas donner, il n'a aucune valeur ajoutée. Donc voilà, l'équipe va stagner. Donc il l'a dit à l'époque, eux, ils avaient des différentes catégories et vous êtes obligés de passer par toutes ces catégories avant d'atterrir un jour en équipe nationale fanion, et ce n'est pas automatique. Il va falloir prouver, il va falloir montrer que vous êtes fort parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux qui attendent de rentrer en équipe nationale. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, les managers s'y mêlent. Voilà, mon joueur, il est là, il est bon, il joue ici dans un championnat exotique qu'on ne connaît pas en Irak. Ben, on vient le présenter comme un bijou. Et puis voilà, peut-être le sélectionneur, lui également complice, il accepte. Et voilà, ça pénalise l'équipe, ça pénalise la performance des sélections nationales. Je pense que c'est un point extrêmement important qu'il a touché et il a complètement raison. Nous retrouvons donc Alex Anthony qui nous parle plutôt aussi de la multiplication des clubs à Lomé. Et ça, c'est une réalité également qu'on a vécu. Mais nous allons donc l'entendre dire, nous expliquer ce pourquoi il parle donc de cet aspect. Et il n'y avait que 4 clubs à Lomé. Donc, c'était quel club? Aiglon, Asfosa en temps de Akaza. À l'époque, donc tu dois jouer pour l'un des 4 clubs. Et il y a plein de joueurs, mais pour trouver ta place, c'est difficile. Maintenant, Togo Télécom est arrivé, Astogo Port est arrivé, et ce Medito, tout ça. Et les forces ne sont plus là. Les forces sont dispersées. Voilà. L'exemple, c'est Sokoré. À l'époque, il n'y avait que Semassi. Et Semassi est tout le temps champion. Même sur le plan continental, Semassi a été 2 fois demi-finale de Champions League. Aujourd'hui, où est Semassi? Aujourd'hui, les autres clubs qui sont nés après Semassi, ils sont où? Sur le plan international.
Voilà. Unisport aujourd'hui. Ils sont où sur le plan international? Voilà, donc l'autre aspect, c'est la multiplication donc des clubs à Lomé, naturellement, et il a également donné l'exemple de Sokolé, justement, je crois que oui, nous sommes victimes également, ou le Togo est victime également de cette situation, Franck. Bien sûr, pour avoir une équipe nationale compétitive, les joueurs repartent d'où? Naturellement du championnat, des clubs qui jouent en championnat. Alors ici à Lomé, avant, il a parlé de 4 clubs. Il y avait les Aiglons, il y avait l'Étoile Filante, il y avait qui également, Asfosa et tous les autres. Voilà. C'était en son temps ça. Voilà. Mais avant lui, il y avait plutôt les Dito, les Unisport, l'Étoile Filante, modèle, voilà. Oui. Donc c'était difficile de voir par exemple un joueur de l'Étoile Filante quitter pour aller jouer à la modèle. À la modèle. C'est un crime. Mais c'est un crime de lèse-majesté. Donc, les joueurs sont, on va dire, fidèles. Et cette fidélité leur permet quand même d'avoir une assise au sein de leur club et d'avoir, on va dire, une très bonne performance avec le temps. Donc, quand ils arrivent en sélection, ils font profiter, on va dire, ce vécu, cette assise-là, cette expérience à l'équipe nationale. Actuellement, vous voyez, un joueur signe cette année à Semassi. Demain, vous allez le voir du côté de TAC. Demain, peut-être, vous allez le voir du côté de Gomido. Ça fait que les joueurs n'ont pas de stabilité. Voilà. Ils ne sont pas compétitifs. Ils se blessent souvent parce que ils n'ont pas, on va dire, ils ont envie d'aller voir ailleurs, de gagner de l'argent. Donc, ça détruit forcément les clubs et ça rejaillit sur les sélections nationales. Donc, aujourd'hui, il va falloir peut-être retourner à cette façon de faire à Lomé. Aujourd'hui, lorsqu'on compte, il y a combien de clubs? Il y a l'AS Europort, il y a l'AS OTR, il y a Entendeux, il y a quoi encore? Dito. Et à Gaza, ils sont Étoile Filante. Voilà. Et les forces sont dispersées. Totalement. Les forces sont dispersées, donc vous ne pouvez plus avoir, par exemple, Étoile Filante très fort. Vous ne pouvez plus avoir à Gaza très fort, comme dans le temps où on a vu cette équipe à jouer les demi-finales, bien finales. La finale de la coupe des vainqueurs de coupe continentale contre Arabe, contre Actor. Il y avait cette demi-finale, bien finale contre le Daring Club à Gaza. Donc, à l'époque, les clubs étaient forts. Puissants avec des joueurs. On nous a toujours chanté quand Gaza va se réveiller, l'Afrique va. Et ils ont du mal à se réveiller. Oui. Ils sont toujours dans le coma. C'est pour ça que l'Afrique ne trempe pas. Voilà. Donc c'est très compliqué lorsqu'il y a tellement de mouvements de joueurs d'avoir un club solide, difficile à battre. Aujourd'hui, c'est facile. Gaza n'est plus fort, Étoile Filante n'est plus forte. Donc, et on est en train de payer. Oui, mais Angelo, est-ce que vous ne pensez pas que, oui, l'évolution est dans l'argent a investi le milieu et donc, justement, on joue pour l'argent plutôt que pour autre chose. C'est la triste réalité, mon cher aîné. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la multiplicité des clubs soit du hasard, non. C'est parce qu'on est parti d'un constat, vous l'avez tout à l'heure dit, aujourd'hui les joueurs, les clubs ou ceux qui sont un peu nantis se disent, tiens, à partir de la loi 1901, je suis capable de créer ma propre association et en même temps commencer à trouver 2, 3, 4 ballons, me retrouver sur un site et je me nomme club, comme ça. Et malheureusement, ça a été ainsi fait et je pense qu'on a manqué d'une véritable politique de cadrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi qui stipule, disant, tiens, pour être un club, voilà les conditions que vous devez respecter. Nous nous souvenons très bien, il n'y a pas longtemps, pour le cadre, par exemple, des centres de formation, le ministère des Sports et des Loisirs a sorti un texte ou des textes pour recadrer ce système de création de centres de formation. Aussi, je me souviens le témoignage d'un ancien joueur de l'AC Merlan, Raymond Akakpo, que je salue au passage. Il disait, lorsque vous êtes dans un club de football à Lomé et que, par exemple, vous êtes à AC Merlan et que vous avez envie d'aller aux Aiglons, vous n'allez pas faire le transfert tout de suite de l'AC Merlan à Aiglon. Vous êtes obligé d'aller d'abord peut-être dans un club à l'intérieur du pays. Ça peut être Fouada de Dapao, Doubé de Mango ou bien Semassi, faire une saison avant de prétendre revenir jouer aux Aiglons. Donc, vous voyez la forme comment dit-on, d'adversité
qui pourrait exister entre les clubs était beaucoup plus dilué. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais terminer en disant ceci. Quand vous regardez au Burkina Faso, le championnat, je pense, c'est à 16. Au Ghana, c'est à 18. Au Togo, nous n'avons pas certes les mêmes réalités. Mais si on arrivait, par exemple, à réduire le nombre de clubs à 14 ou à 12. Avec ce petit pays, on est déjà à 16. C'est beaucoup. C'est trop pour notre pays. Si on réduisait le championnat à 12, je pense qu'à un moment donné, on mettra les conditions qu'il faut, demander à ceux qui veulent devenir des clubs de présenter les conditions idoines. Et je pense qu'à ce niveau-là, on aura un football compétitif. Pour terminer en disant, si nous avons un club fort avec des joueurs super intéressants, nos sélections n'auront pas de problème. Oui, c'est à partir de là, justement, que nous pourrons avoir une bonne sélection. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation au moment où on croyait des problèmes réglés avec un nouveau staff qui a pris la place de Claude Leroy, Franck? On croyait que le problème était derrière nous avec le départ de Claude. Oui, le problème du Togo est très profond. Oui, Claude Leroy, son cas était vraiment spécial. En 5 ans, il n'a pu rien proposer. Oui, on peut dire il a fait venir certains joueurs. C'est vrai, il a permis de régler certains problèmes de primes, d'organisation, des voyages. Mais après, il n'y en a rien eu. Et derrière, Paulo Duarte est arrivé, ça a semblé aller. Et puis après, on retombe un tout petit peu dans les travers. Je pense qu'il y a un problème d'organisation, de vision, parce que cet entraîneur a quand même réussi à commencer par mettre quelque chose en place avant de se déboussoler tout seul. Donc, il y a un problème de rigueur. Il s'est tiré des balles dans les pieds. Dans les pieds, en oubliant ceux avec qui il a commencé le travail et qu'il a commencé par avoir un groupe, un noyau qui lui permettait d'avoir déjà, on va dire, un début de résultat. Maintenant, il va falloir tout recommencer, être sérieux envers soi-même, être rigoureux avec soi-même. C'est juste ça qui manque dans la gestion et l'administration du football togolais. Il n'y a pas de planification. Et lorsqu'il y a les journées FIFA, on y va. On n'essaie pas les joueurs qui n'ont jamais joué et qu'on a besoin de voir. On les amène, mais on ne les utilise pas. Lorsqu'on voit les journées FIFA, c'était des occasions pour certains joueurs de se prononcer, de montrer un peu ce qu'ils savent faire. Or, avec le Togo, on prend les mêmes, on recommence, on met toujours les titulaires qu'on a d'habitude et c'est mal parti. À une certaine période, Claude-Marie-François Leroy, son arrivée a mis fin à quelques sortes de corruption ou voilà, de gestion malhonnête autour de la sélection, surtout lorsqu'on sort les fonds du trésor public. Ça reste un point positif, mais je pense aussi que l'arrivée de Paulo Duarte a fait croire au public sportif comme quoi tous nos problèmes sont réglés. Automatique. C'est là où on s'est trompé. Parce que, de vous à moi, l'État ou la fédération met trop de moyens au niveau de la sélection Fanion, oubliant là où même le football se joue, c'est-à-dire notre championnat local. Le championnat et puis les catégories inférieures. Exactement. En plus de ça, les infrastructures. Oui. Et malheureusement, je pense que si ces trois éléments-là, le football, l'argent et puis les infrastructures, quand on ne prendra pas soin de pouvoir regarder avec vigueur et rigueur ce qu'il se passe là-bas et de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on reviendra toujours parler des mêmes problèmes. Malheureusement, ça fait mal, mais il faut le dire, le colonel Guy Kossia-Akpovi est comptable des résultats de Paulo Duarte. Il avait envie que cette équipe-là aille à la dernière CAN. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça ne s'est pas bien passé. Il a eu le courage avec le COMEX d'engager toutes les sélections dans les différentes catégories. Moi, je trouve que c'est courageux de sa part. C'est bien. C'était courageux, oui. C'est bien, mais on s'est exposé aux yeux du monde entier. Et le public sportif est aujourd'hui au courant comme quoi nous avons de semblables. Oui, bon, je crois que c'est une évidence. Hein. C'est une analyse faite. Et quand on retourne à Alex Anthony, le troisième point qu'il voulait souligner, c'est que on n'était pas prêt pour la Coupe du Monde en 2006, bien sûr. C'est un peu comme encore une fois on a brûlé une étape. Alors écoutons-le. Nous n'étions pas préparés à aller à la Coupe du Monde. Désolé de le dire comme ça. Mais quand ça vient, on va refuser. Voilà. C'est arrivé. Maintenant, il faut gérer l'après. C'est après Coupe du Monde que les Togolais ont découvert qu'il y a des milliards dans le football. Ah bon? Oui, et les coups bas ont commencé. Avant la Coupe du Monde, personne ne savait.
Ils savaient, mais bon, c'est la Coupe du Monde qui a révélé cela. Et qu'il y a des perdièmes ou bien des ristournes qui sont tombés. Alors il faut faire partie le président de la fédération, il faut que celui-là arrive, on le fait partie des coups bas, des pétitions. Tout ça, on n'a pas géré. Qu'est-ce qu'on voulait à la fin? C'est de l'argent. Et on a laissé le football là qui a ramené l'argent, on l'a laissé de côté et on se querellait pour de l'argent. Maintenant, nous sommes là, le football est down, on ne peut plus aller à la Coupe du Monde. Mais regardez, le Togo était qualifié en 2006 à la Coupe du Monde avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Où est le Togo aujourd'hui? Où est le Ghana? Où est la Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc, on n'a pas su gérer l'après-Coupe du Monde et jusqu'à aujourd'hui, on n'y arrive pas. Vous allez voir que chacun crée son club dans son quartier, espérant qu'un joueur va exceller et il va avoir de l'argent. Si nous courons derrière l'argent, nous ne l'aurons pas. Il faut former les jeunes. Dès qu'il va arriver à un niveau, toi-même tu verras. Donc, je crois qu'un grand problème, c'est ça. Voilà, Alex Anthony qui doigtait encore qu'une fois cette situation de 2006 où le Togo s'est qualifié miraculeusement donc pour la Coupe du Monde. Et oui, ben voilà, et après, c'est là où on a compris véritablement que l'argent se trouve dans le foot. Et donc, tout le monde se riait vers cet argent, vers cette nouvelle Eldorado, on va dire. Je me souviens, il y a quelques mois, lorsque nous étions en pleine activité du parcours au niveau de la GST, on a sorti les vieilles photos. Donc, vous étiez de la campagne. J'ai bien vu votre photo. Vous étiez très bien jeune à l'époque. Même si vous êtes encore jeune. Vieux, hein. Non, il est toujours jeune. Il est toujours jeune. Et donc, ça me revient tout de suite, cette image-là. C'est qui vraiment, c'est vrai qu'on rigole, mais ça fait mal. La guerre des intérêts. C'est en cela, moi, je parle de l'environnement qui est malsain. L'environnement du football togolais n'est pas du tout propre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun tire le drap de son côté. Comme il a dit tout à l'heure, j'épouse parfaitement son analyse. Où chacun veut créer son club. Oui. Et vous l'avez dit derrière, tout à l'heure d'ailleurs. Derrière, on veut juste avoir les dividendes et se taper la poitrine en disant c'est moi qui l'ai réussi, c'est grâce à moi que j'ai eu ceci, que j'ai sorti tel joueur, et voilà. Je pense que quand on va partir toujours sur cette idée-là de division de chacun pour soi, ce serait compliqué de pouvoir être, ou bien de revenir au devant de la scène. Je pense qu'à un moment donné au Sénégal, on a fait taire un peu les égos des uns et des autres. On a permis à la direction technique nationale de pondre je peux dire, des textes capables de permettre à ce que le football devienne professionnel. C'est en cela, j'espère, je garde espoir que dans 2 ans, ou sinon dans 1 an, nous puissions progressivement aller vers le professionnalisme. Et si on arrive à cette étape-là, j'estime que certains clubs aujourd'hui qui continuent d'exister, croyant qu'ils sont dans la légalité, malheureusement, ils vont disparaître et à partir de là, on connaîtrait le vrai financeur de ce football-là. En tout cas, c'est vrai, il faut le dire, le répéter, pour le moment, le Togo n'a pas encore un seul club. On a des équipes. On a des équipes, mais on n'a pas de club. C'est malheureusement cela. Et à chaque saison, au niveau continental, il faut que la fédération fasse des efforts, des pieds et des mains pour négocier, j'allais dire, la participation donc des clubs togolais qui doivent jouer, disputer donc ces compétitions continentales. C'est aussi ça la réalité. Mais on y est. Mais Franck, je crois que effectivement ce qu'a dit Alex dans cette partie, ce 3e point qu'il a évoqué, est assez révélateur en tout cas. Oui, cette qualification du Togo était un miracle, vous l'avez dit. Personne ne s'y attendait. C'était un moment compliqué, tendu de la vie, de l'histoire du Togo. Mais cette qualification est venue à apaiser tout le monde. Maintenant, sur le terrain, on a vu tout ce qui s'est passé. Les joueurs qui boudaient, qui voulaient vraiment ne pas jouer les matchs au programme. Ce serait d'ailleurs une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et l'équipe togolaise, après 3 matchs, est rentrée à la maison. C'était évident. C'était un ouf de soulagement pour la FIFA. Ouf de soulagement pour peut-être la FIFA qui s'est dit, ben, on vient de enfin, ils sont partis. Et on va devoir jouer. Voilà. Donc, c'était un miracle et on n'a pas su gérer l'après-participation à la Coupe du Monde. Il a dit quelque chose d'intéressant. C'est par rapport à cette Coupe du Monde que beaucoup savaient désormais qu'il y avait d'énormes
on va dire, finances ou bien beaucoup d'argent dans le football avec les ristournes, avec les primes, tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'était difficile et les querelles intestines ont fait leur apparition. Vous allez voir, à l'époque, on parlait de nouveaux riches qui sont rentrés dans le football. Ah oui. Je donne l'exemple de Tata Vlessi, je donne l'exemple d'Améi, Oui. qui étaient des hommes très riches, surpuissants financièrement et qui ont... Et qui aujourd'hui ont été réduits. Voilà, Il faut avoir le courage de le dire. Oui. Aujourd'hui, c'est deux hommes qui étaient arrivés dans le football avec, disons, du pognon, Oui. frais. Avec beaucoup d'ambition. Avec beaucoup d'ambition, Oui. ben aujourd'hui... complètement éteint. Voilà, aujourd'hui, Améi, personne ne peut, voilà, j'allais dire, se mettre devant lui pour lui dire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a mis énormément d'argent dans le football togolais, mais qui, quelque part, n'a rien donné. Et Tata Avlessi également. Donc, il y a eu ces querelles intestines. Maintenant, on a laissé le football de côté pour poursuivre l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Simplement pour poursuivre, mais pour chasser. Oui, pour se servir aussi, et non pas servir ce football qui produit de l'argent. On a laissé ça pour maintenant se servir et chercher de l'argent par tous les moyens. Ça a tout de suite, on va dire, plombé ce football-là. Ça lui a créé des problèmes. Et depuis ce jour-là, on n'a pas réussi à se relever. Je pense que le Togo traîne toujours les problèmes de cette participation au mondial allemand en 2006. Et c'est l'un des problèmes qui explique aujourd'hui les contre-performances, la méforme des sélections nationales. On n'a pas su faire les choses comme il se doit. Et voilà, donc il va falloir se réveiller. Retournons donc à Alex Anthony qui, à un quatrième point, évoque un problème assez pertinent encore une fois, mais on peut réfléchir là-dessus. Il pense donc qu'on ne laisse pas le temps aux entraîneurs, aux sélectionneurs de construire. On l'écoute. On était à la CAN en 2013 avec Didier Six. Pourquoi on a renvoyé Didier Six? C'est le meilleur match ou bien la meilleure compétition du Togo. On revient, j'apprends à la radio, sur les médias que Didier Six a, lors d'une conférence de presse, a dit qu'il n'y avait pas un bon terrain digne de ce nom au Togo. Et l'histoire là, et c'est fini, on a limogé le monsieur. Mais on limoge un entraîneur par rapport aux résultats. Je ne connais pas Didier Six, il ne me connaît pas. Mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui... Vous pensiez que c'était une faute? C'était une erreur grave. Le Togo n'a jamais été après les poules. C'est Didier Six qui nous a ramenés à ce niveau et surtout avec quel fond de jeu. On n'a même pas pratiqué ce fond de jeu-là pour être qualifié à la Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde, on gagnait nos matchs. Mais Didier Six a gagné les matchs avec un bon fond de jeu. Mais après, on l'a licencié parce que celui-là avait amené son ami. Soit des trucs comme ça, ce n'est pas bien. Le football togolais a traversé trop de problèmes. Voilà, donc ce que nous dit encore une fois Alex Anthony en prenant l'exemple type donc, de Didier Six, c'était en 2013, qui nous a amené donc à la CAN avec Améi comme président de la fédération. Il faut le rappeler également, ce n'est pas rien. Bon voilà, on est allé donc en quart de finale avant d'être... oui, c'était d'ailleurs encore une fois une surprise. Ouais. Oui. C'est un accident, justement, que le Togo soit qualifié pour les quarts de finale. C'était un accident. Dans un groupe composé de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et de l'Algérie. Et de l'Algérie. On devrait passer face au Burkina Faso. Oui, voilà. Mais... Et donc, oui, mais voilà, c'était déjà un accident qu'on soit qualifié parce que ce n'était même pas prévu. Rappelez-vous en ce moment, moi j'étais donc du voyage. J'avais vu donc le programme qui a été fait. On devrait s'arrêter au 3e match. Et rentrer. Et donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de budget prévu pour la suite. Il n'y avait pas de budget prévu pour la suite. Donc, la qualification du Togo pour les quarts de finale était un accident. Alors, second accident, c'est que on a fini de jouer, on est éliminé. Maintenant, ça devient également un nouvel accident qu'il faut gérer. Voilà, on a passé 3 jours pratiquement donc à l'aéroport. Voilà donc cette certaine situation qu'on a vécue avec les joueurs, je vous dis, avec le staff technique, y compris donc DJ Six. Voilà, Angelo. Ah oui, ce sont des images, en tout cas, lorsqu'on se rappelle, ça a fait le tour du monde et même la une des journaux ici et ailleurs. Le fait qu'ils reviennent sur la situation plus ou moins stable des sélectionneurs, il a raison. Il a raison. Je pense aussi que la presse sportive, à une certaine période, aussi a contribué
à cet état de choses où après 2-3 matchs ou 5 matchs, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. On pense que nous avons forcément le droit d'exiger à ce que le sélectionneur quitte la barque et laisse la sélection. Toujours est-il que pour construire des réussites à longue durée, il faut une certaine stabilité. Paolo Duarte, par exemple, le cas, il est là. Il va aborder bientôt sa 2e année. Et on va pas tout de suite demander à ce qu'après 2 ans, ou bien avant 2 ans, qu'il quitte le navire. On n'a pas encore vu ce dont il est capable avec les joueurs qu'il a sous la main. Je pense qu'à un moment donné... Imaginez un seul instant que le Togo ne soit pas qualifié. Oui, mais aussi cela, si on est encore obligé de répéter les mêmes bêtises, je dis, on va ramener même José Mourinho, Pep Guardiola ou je ne sais qui, on aura toujours les mêmes problèmes parce qu'en amont, nous n'avons pas les joueurs capables de pouvoir l'aider à avoir les résultats. Ça, c'est juste un aspect. Et puis, quand on parle de sélectionneur, je dis souvent que le sélectionneur arrive soit en répondant à un appel d'offres, c'est-à-dire que lui, on pose la situation de candidature en place et on voit son CV, on voit exactement ce qu'il a pu produire ailleurs avant de pouvoir postuler. Et je pense que à ce niveau-là, le président de la fédération et le COMEX, sans oublier le ministère des Sports, en tout cas, forment, je peux dire, une muraille autour de ces sélectionneurs-là. À un moment donné, ils savent ce qu'ils doivent demander comme résultat auprès du sélectionneur et le sélectionneur également, pour moi, a le devoir d'aller prospecter, trouver les joueurs dont il a besoin pour faire des résultats. Malheureusement, ça va, ça vient, c'est compliqué. Je pense que quand c'est comme ça, on n'aura pas une assise au niveau de la sélection et de permettre à ce que les joueurs puissent être épanouis. Pour terminer en disant ceci, regardez le cas de Aliou Cissé avec le Sénégal. Oui, à un moment donné, j'ai été toujours prêt, ou bien le premier à dire qui ne m'a jamais convaincu. Oui, ça vous l'avez toujours dit. Même si, pourtant, lors de la dernière CAN, il a été champion d'Afrique, je continue à le dire qu'il ne me convainc pas, mais il y a 2-3 jours, on l'a prolongé. On n'a pas prolongé. Donc, ça veut dire que quelque part, il est en train de répondre aux attentes du président de la fédération et de l'État sénégalais. Tout à fait, et c'est aussi ça. Franck, à qui la faute? La faute est à tout le monde, avec en premier le gouvernement, le ministère des Sports et des Loisirs. Mais qui est en train aujourd'hui quand même de réorganiser donc les choses. On a parlé tout à l'heure de la réorganisation donc des directions techniques nationales. Mais il y a également le fonds d'aide pour le sport qui est donc en passe d'être lancé. Fonades. Fonades, oui. Justement. Je crois que oui, celle qui est là aujourd'hui, Madame Lydie Bessikama. Elle essaie. Oui, elle sait. Elle essaye quelque chose et elle sait aussi donc qu'on a besoin justement de cela, de ce fonds-là, parce qu'on ne peut pas faire du sport sans les moyens. Impossible. Aujourd'hui. Voilà, lorsque vous regardez un peu le budget qui est réservé au sport ici, c'est quand même 2,3 milliards. Dommage. Sous d'autres cieux. Pour tous les sports. Oui, pour tous les sports. Vous allez au Bénin, c'est x3. Vous allez au Ghana, c'est x5. On va parler de x3 x5 au Bénin, j'allais dire x5. Oui. Ils sont déjà à plus de 30 milliards. Oui, donc, voilà, on voit un peu la différence. Avec ça, si vous parlez de 2,3 milliards ou bien de près de 3 milliards ici, pour tous les sports, je ne suis pas sûr que le Togo puisse répondre aux ambitions, voilà, de la jeunesse, parce que lorsqu'on parle d'abord du sport, c'est la jeunesse. Et il va falloir d'abord mettre les moyens. C'est pourquoi je dis la faute, c'est d'abord au gouvernement qui essaie, mais qui reste très loin des ambitions ou bien, du peuple togolais. Parce que lorsqu'on jette le coup d'œil par rapport à ce qui se fait ailleurs, on remarque qu'on est encore très loin. Et voilà, la faute également, puisqu'on parle de football, c'est aussi à la Fédération togolaise de football, qui manque de rigueur parfois, qui manque, on va dire, de vision, de planification, voilà, autour de tout ce qu'elle fait. On a parfois l'impression qu'elle n'a pas d'ambition. C'est également une faute, c'est également, on va dire, un manque à gagner, un laisser-aller. Et de l'autre côté, on va dire que, comme j'ai dit avant, que la presse ne fait pas forcément le travail qu'il faut. Elle est peut-être parfois dans l'accompagnement. Par exemple, avec l'arrivée du colonel Guy Kossi Apovi, il y a cette atmosphère qu'on a envie de corriger par rapport à la tension qui avait régné
par rapport au bureau précédent, on se dit oui, avec le colonel Guy Kossiakouvi, on va essayer de l'accompagner, on va essayer en espérant que les choses va avoir plus d'ambition, plus de vision. Mais malheureusement, lorsqu'on fait le compte aujourd'hui, c'est très loin des attentes du public. Donc la faute, c'est pratiquement à tout le monde, mais le premier responsable, j'ai envie de dire, c'est l'État. Bon, ben, l'État, le gouvernement, naturellement, la fédération, bon, ben, écoutez, la presse, vous avez honte? Non. C'est bon? J'accompagne Franck là. Très bien, on accompagne. Quelles sont les solutions d'approche pour une telle situation? Vous regardez une telle situation, on va commencer peut-être avec Alex Anthony qui a un début de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Pour moi, c'est les infrastructures. On ne peut pas former les joueurs dans nos conditions-là. Il faut que, au niveau du gouvernement et ensemble, tous les acteurs du sport togolais, en général, il faut que nous nous engagions pour qu'il y ait un bon résultat. Et ça doit commencer par le gouvernement, le ministère. Il faut qu'il y ait des terrains dans toutes les grandes villes de Lomé et qu'il y ait des formateurs. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un en stage. Le plus important, c'est de faire venir un connaisseur pour former les techniciens ici. Sur place? Voilà. Parce que si on veut, on ne peut pas envoyer 50 entraîneurs en Europe. Mais on peut faire venir un connaisseur de l'Europe pour former 50 entraîneurs ici. Et avant chaque saison. Il le faut forcément. Avant chaque saison, il faut recycler les gens. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Je crois que si on commence par là, ça va amener quelque chose. Voilà, donc ce que nous dit Alex Anthony, ce que propose Alex Anthony, je crois que c'est un sujet, encore une fois, importantissime, sur lequel on risque de revenir. Ah oui, absolument. Absolument. Regardez le problème qui se pose avec le championnat. Oui. Il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. Et on est obligé de jouer en semaine pour peut-être dégager, libérer quelques terrains qui sont praticables. Parce que la fédération n'a plus envie de jouer sur du chaudron rouge. Elle veut évoluer puisque certains matchs, sont faits en direct par rapport à la FIFA, par rapport à des télés. Donc, c'est très difficile. Les infrastructures, sans ça, on ne peut pas voir ce football togolais se développer. L'exemple du Bénin, avec les 22 stades construit dans les 22 communes, ben c'est un grand pas. C'est extraordinaire. Sur ce plan, on est tellement en retard. C'est un fossé qu'on a désormais sur le Bénin. Oui, juste c'est cet aspect, puisque je dis qu'on va revenir, les infrastructures, n'est-ce pas? On a déjà touché là-dessus. Très bien, on revient tout à l'heure. D'accord, puis on va s'envoler justement pour l'autre point, c'est les Togolais en club, et on retrouve naturellement Angelo Folikwe, justement, le coup d'œil sur l'actualité des joueurs expatriés togolais. C'est toujours d'actualité. Oui, ben voilà, on va voir. C'est vrai qu'on est en train d'approcher la Coupe du Monde, mais il joue. On va commencer d'abord par Cloussé Agozo. Ah oui? On se rappelle qu'il y a quelques matchs, il n'était pas présent avec Paulo Duarte, parce qu'on nous annonçait qu'il n'avait plus de club. Il avait quitté Nouadhibou. Voilà, et là, Olympique Béja, il a marqué même un but avec son club tunisien, avec Olympique Béja, en championnat. Voilà. Et il a joué tout le match. Vous parliez à l'instant de Kanivi Amatutu. Oui, c'était Amatutu, voilà. Là-bas, Fodo, il est toujours en forme. Oui, même si son club est actuellement classé 7e du championnat, mais ça ne va pas très bizarre. Bien. C'est bizarre. Ça ne va pas très bien. Mais le club évolue pas. Apparemment, c'est des buts pour l'instant pas décisifs. 80 minutes dans les jambes. Samuel Asamoah a disputé les 90 minutes de son club Craiova, qui est classé dans la deuxième moitié de tableau de son championnat. Clydier Thibault, avec Lucerne, n'a pas joué la moindre minute avec son club classé 4e. Ce n'est pas rien. Ouro Samsodine, on va voir de ses nouvelles, tout comme Maouna Amevor, les deux ont disputé toute l'intégralité de leur match dans leur championnat. Steve Lawson également est en forme, toute la rencontre, même cas de figure pour
Kennedy Boateng et puis Alexis Romao. Le contraire de Emmanuel Akman, qui n'a pas joué avec son club de Gil Vicente. Djenda Konam, on ne le présente plus. 75 minutes dans les jambes sur le dernier match. Ce n'est pas mauvais, en tout cas pour l'international, le capitaine des éperviers, David Reinen, qui reprend un peu vie avec son club de Courtrai, certes battu 3-1, mais il a disputé 66 minutes de jeu. Kevin Denke, lui, il est toujours en forme. Toujours en forme. Il a disputé toute la partie de Cercle Bruges, vainqueur 2-1 de Louvain, et il a prolongé la dernière fois avec le club Bruges. Ça veut dire qu'on lui fait tellement confiance et on compte sur lui. Seul Paolo Duarte ne lui fait pas confiance. C'est assez curieux. Étienne Amenido, 82 minutes dans les jambes avec son club de San Paoli en deuxième division d'Allemagne. Et puis parler de Farid Alidou, c'est un joueur togolais, mais qui a la nationalité allemande, qui a déjà joué pour les espoirs allemands. Mais bon. Et qui peut être. Qui peut être avec Francfort. Pourquoi pas. Et qui peut être rappelé en sélection togolaise. C'est un bon milieu de terrain. Et puis terminé avec Frédéric Ananou. C'est comme ça que ça commence. Non, quand on voit ses prestations, c'est Frédéric Ananou qui a joué tout le match pour son club Hansa Rostock dans le championnat allemand. Voilà ce qu'on peut dire de façon globale sur les Togolais évoluant à l'étranger. Merci Angelo pour toutes ces informations. Enfin, sur ces informations, l'actualité donc des Togolais expatriés, ben c'est toujours bien donc d'avoir ces informations. Je crois quand même que bientôt, nous allons donc ajouter 30 minutes donc à cette émission, bientôt, donc pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps, de réagir, de parler, parce que oui, vous en avez besoin également. On a besoin également d'avoir vos réactions, j'allais dire votre perception donc sur l'équipe nationale ou les sélections nationales. Bon, c'est aussi ça, et c'est pour ça que la direction des programmes et la rédaction de Sport FM essaye donc de voir dans quelle mesure on va prolonger cette émission. Merci Franck. Ça a été un plaisir. Merci Angelo. Je vous en prie, Aimé. Et je remercie sincèrement mon cher Elom Adoubon pour bien sûr son travail. Je ne dirais pas moins de Théo Ajav, en tout cas le longiligne de la maison. Appelez-moi Aimé Lebon et c'est avec autant de plaisir qu'on va vous retrouver vendredi prochain pour un nouveau numéro de DLN2 dans le nid des éperviers. Au revoir.